Bakayoko Ramata, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en pleine communion avec les poupons de Dabou. Ce centre accueille plus de 90 pensionnaires, dont 39 filles et 52 garçons âgés d'1 à 33 ans. Tous rejetés par leurs géniteurs après la naissance, dans des conditions difficiles et dramatiques, selon la directrice de ce centre. Ce sont ces êtres fragiles, socialement diminués, qui n'ont pas choisi leur état, que la pouponnière de Dabou a la noble mission d'accueillir et à qui elle doit assurer un épanouissement adapté à travers une prise en charge psychosociale, affective et cognitive. Créée en 1950, la pouponnière de Dabou s'est spécialisée depuis 2015 comme un centre pour enfants abandonnés vivant avec un ou plusieurs handicaps. Cependant, elle a subi l'usure du temps et la réadapter est une priorité selon la numéro 1 de ce centre. Tout changement de ce genre induit inéluctablement une adaptation des locaux, du matériel, un renforcement constant des capacités du personnel de prise en charge. Il faut réorienter la prise en charge de ces enfants vers leur autonomisation à travers des activités de formation. De Dabou à Abidjan, les difficultés rencontrées dans les pouponnières sont pratiquement les mêmes. Vétusté des centres, insuffisance des locaux et du personnel d'encadrement, insertion socio-professionnelle des pensionnaires, des maturités. Sur toutes ces questions, la ministre rassure. J'ai vu des enfants heureux, ces enfants qui ont été abandonnés par leurs parents, qui ont été abandonnés par la communauté, mais qui ont retrouvé la joie de vivre grâce aux mamans substituts, grâce aux papas substituts. Et j'ai pris aussi la pleine mesure des difficultés auxquelles il faut apporter des solutions. Je m'engage à les présenter au Premier ministre et je sais que des solutions seront apportées. Une remise de kits bébés a également marqué ces différentes visites. Rappelons que la Côte d'Ivoire compte 4 pouponnières publiques et des centres privés. Don de matériel médical à l'hôpital Zoé Bruno, dans la commune de Koumassi. Coût du don, 11 millions de francs CFA. L'initiative est de l'ONG Amour du Prochain, qui entend à travers cette action sociale renforcer le plateau technique du centre de santé afin de permettre aux populations d'accéder à des soins de qualité. Ce n'est pas un choix fortuit, ce n'est pas aussi un choix un choix un peu délibéré, mais en fait on a juste vu un peu, on veut se rapprocher plus de la population un peu des gens défavorisés. Voilà, parce que ce sont eux qui sont plus marginalisés. Et comment est-ce qu'on peut les aider? C'est pour ça venir à commencer. Un don qui vient à point nommé, d'autant plus qu'il répond aux besoins de lits d'hospitalisation dont souffre l'hôpital depuis quelques années. Aujourd'hui, on a une ONG qui a pu offrir du matériel pour améliorer les soins de ce centre de santé communautaire. Et pour nous, comme je vous le disais, c'est un modèle, c'est un bon point pour aider ou travailler en collaboration entre la société civile, notamment ces ONG, et le ministère de la Santé. Ici, il y a problème de lit. Il y a problème de beaucoup de choses même. Si on peut nous aider toujours pour continuer d'envoyer les matériels de travail de l'hôpital, ça va nous faire plaisir. Aujourd'hui, quand on vient, on voit, on sait que vraiment c'est devenu vrai l'hôpital maintenant. Cette cérémonie de remise de dons a servi de cadre pour la présentation de l'application de gestion des patients. Un outil qui permet de retracer et suivre l'état de santé du patient. Aujourd'hui, si un patient quitte Koumassi, il s'est fait l'autre consulter et que demain il arrive à Boaké, à Korogo, bien peut-être à Mans, c'est de permettre au médecin qui va le recevoir de savoir que ce patient il a telle allergie, il a tel antécédent médical, il a tel antécédent, l'autre chirurgical. Toutes ces informations sont recueillies dans la base de données. Donc le médecin qui va le recevoir, il sait déjà que ce patient il a tel problème, il sait comment orienter son diagnostic. Sans ça, le médecin il est un peu au milieu, il n'arrive pas à se situer. Donc il demande toujours au patient d'aller refaire certains examens. Donc ces examens ont été déjà effectués. Ça va réduire un peu le coût parce que le patient, à chaque fois, débourser de l'argent, aller faire des radios, des examens de sang. Tandis que si on a ces trucs qui sont déjà consignés dans la base de données, c'est facile au médecin de pouvoir savoir ce patient a quel problème, comment est-ce que je peux le soigner, comment est-ce que je peux orienter mes soins en fait. Voilà. Après la commune de Koumassi, qui accueille la phase pilote du projet pendant 3 mois, ce sera au tour des communes de Makori et d'Abobo. Cette fois-ci, ce passionné de lecture savoure le récit d'un nymphomane à pleines dents à la bibliothèque municipale du Plateau. J'ai reçu une lettre
de MCT Énergie Solaire qui disait: nous serions très contents de vous compter parmi nos employés si vous voulez bien accepter l'offre de devenir la représentante à Bordeaux. C'est l'un des livres de Lee Carroll Guy. Il s'est procuré ce vendredi lors de la présentation des ouvrages de l'auteur aux amateurs de lecture et à la presse ivoirienne. La question de la nymphomanie est un état mental que notre auteur voulait mettre en exergue, surtout dans cette œuvre. Elle voulait montrer des sujets tabous, exhumer ce sujet tabou que longtemps les gens n'ont pas voulu exhumer. Elle a voulu transgresser en quelque sorte ce tabou, ce sujet toujours camouflé, pour le montrer en plein jour. Il faut dire qu'en vérité, en Afrique, on écrit, c'est vrai, mais la question qui touche la psychologie de nos concitoyens, nous ne la touchons véritablement pas. Ce qui fait qu'on n'étudie pas véritablement la psychologie des personnages. Lee Carroll Guy a plusieurs livres à son actif, notamment Momo l'enfant ouvrier et le récit d'un nymphomane. Elle lève le voile sur certains tabous, bien souvent à l'origine de la souffrance humaine. À la base, mes écritures sont vraiment dramatiques. Donc ça peut être ça, comme ça peut être autre chose, mais ça tourne toujours autour du drame et toujours autour de, comme je l'ai dit, des sujets tabous. Parce que j'ai vu beaucoup d'écrivains en Côte d'Ivoire, mais ils ne sont pas beaucoup qui en parlent. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est des sujets qui vraiment détruisent notre communauté. Et je veux vraiment encourager mes confrères aussi à écrire, à en parler et à beaucoup débattre sur ces sujets afin que la population sache que ces mots-là existent et qu'on trouve des solutions à comment s'en sortir. Écrit aux États-Unis où elle vit, la présentation des livres de Lee sur les bords de la lagune Ébrié bénéficie du parrainage du ministère de la Culture. L'auteur peut compter sur le soutien de l'AECI, Association des écrivains de Côte d'Ivoire, pour se faire une place dans le tissu culturel ivoirien. Nous, à l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, chaque fois que le monde des créateurs s'agrandit, nous considérons cela comme un pas important. Chaque fois que l'AECI est associée à des tribunes pour mettre en valeur, en lumière ces écrivains, elle pourra y tenir toute sa place. Lee Carroll Guy est un auteur ivoirien vivant aux États-Unis depuis près de 12 ans. Son domaine de prédilection, les questions de société, notamment le travail des enfants et les maladies mentales. Née à une époque où l'éducation des femmes n'était pas une priorité, cette ancienne enseignante est retournée à l'université, une fois retraitée. 2 ans plus tard, à 78 ans, elle devenait la femme la plus âgée du pays à obtenir un diplôme universitaire. C'était un grand jour, je n'arrivais pas à y croire. Quand j'ai obtenu le diplôme que j'ai toujours voulu avoir. Mon mari était diplômé et j'ai toujours voulu faire la même chose. C'était une grande réussite. À sa sortie de l'université, Munungi s'était consacrée à la poésie et au conte. Mais depuis, celle qu'on surnomme affectueusement Gogo, ce qui veut dire grand-mère, investit son temps et ses économies dans un nouveau projet, reproduire une maison traditionnelle dans sa propriété au cœur d'Harare. Son but, préserver l'héritage culturel du Zimbabwe. De nombreux aspects de la vie traditionnelle y sont enseignés, ce qui profitera aux visiteurs dans leur éducation et leur interaction avec les autres. Terminée en 2017, la propriété est composée d'une hutte ronde, d'un poulailler, d'un enclos pour faux bétail et même d'une réplique de l'espace traditionnel où les hommes débattaient des affaires du village. J'invite tous les jeunes enfants à venir, car il y a beaucoup à apprendre. Ils auront l'occasion de manger du maïs grillé, de jouer à des jeux traditionnels comme le nodo, ou encore d'écouter des histoires populaires racontées par une grand-mère. À 80 ans, l'inépuisable Gogo Munungi espère que son parcours et ses projets serviront d'exemple et inspireront les jeunes générations. Les femmes devraient essayer de rêver grand. Les femmes ne devraient pas laisser les hommes rêver à leur place. Les femmes devraient rêver pour elles-mêmes. Des centaines d'écoliers ont déjà visité sa demeure traditionnelle et Gogo Munungi ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle espère que le projet rentrera bientôt dans le curriculum obligatoire pour les élèves d'Harare.